Est-ce que vous savez vraiment quelle taille fait l'Afrique? Non, parce qu'il faut bien se rendre compte que la Terre n'est pas un objet facile à cartographier. Ben oui, projeter un objet rond sur une surface plate sans déformer les proportions, c'est pas un exercice pour le tout venant. Tenez, regardez par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué que le Groenland est beaucoup plus étendu sur une carte que sur un globe. Eh ben, c'est pareil pour l'Afrique. Comme elle est à l'équateur, elle apparaît toute rabougrie, et pourtant, c'est grand, l'Afrique. On pourrait y faire entrer la France sans souci. L'Espagne et le Portugal aussi, d'ailleurs. Et puis la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Et allez, on n'est pas mauvais bougre, on vous rajoute l'Europe de l'Est et le Royaume-Uni en prime. Oui, et même là, la carte est encore loin d'être remplie. Allez, quittons un peu l'Europe et voyons ce qu'on peut trouver du côté de l'Asie. Tiens, pourquoi pas le Japon? Non, c'est trop petit. Et l'Inde, ça c'est grand comme pays, ça, l'Inde, non? Ah bon, va falloir viser les gros joueurs. Genre les 3e et 4e plus grands pays au monde, vous voyez desquels je parle? Oui, dans cette carte, élaborée par le designer Kai Krause, au fait, on a encore la place de caser les États-Unis et la Chine. C'est impressionnant, non? Celle qui circule depuis des siècles partout sur la planète, celle qui sert de référence, celle que l'on utilise dans les écoles du monde entier. On observe que l'Afrique est bien plus petite que l'Europe, presque de la même taille que l'Amérique. Et pourtant, dans la réalité, la superficie de l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Elle fait près de 2 fois celle de la Russie, qui est de 17 millions de kilomètres carrés. Regardez bien, sur les maps monde, le Groenland est plus grand que l'Afrique. Mais en réalité, le Groenland a la même superficie que la seule République démocratique du Congo, sinon légèrement inférieure. L'Afrique peut contenir 10 fois le Groenland. Même si les spécialistes qui reconnaissent que cette représentation, qui minimise l'Afrique, provient de l'impossibilité de représenter fidèlement la boule qu'est notre planète sur le papier. Parce qu'en géométrie, la sphère n'a pas de développement parfait, contrairement à un cube ou à un cylindre. C'est de là que viennent les projections cartographiques. Notamment celle-ci qu'on a baptisée la projection de Mercator, la plus utilisée en cartographie. Une projection cylindrique qui fait que les parties qui sont au centre, notamment au niveau de l'équateur, sont plus ou moins représentées correctement. Et que plus on s'en éloigne, plus de déformations interviennent et atteignent leur maximum au pôle. Ce qui fait que le Groenland, qui a la même superficie que la RDC, sinon légèrement inférieure, apparaît plus grand que le continent africain tout entier. La France semble avoir la même dimension que le Mali. Pourtant, le Mali, 1 240 190 km², a une superficie qui est le double de celle de la France, 543 900 km². Le problème de cette représentation a une origine plus lointaine que les questions géopolitiques qui provoquent la polémique. En fait, le nœud de la question est l'impossibilité de représenter fidèlement la boule qu'est notre planète sur papier. Impossible de respecter les proportions exactes d'une sphère lorsqu'on la représente sur une surface plane. D'où les travaux consistant à trouver la meilleure formule, la meilleure projection. Une autre projection existe. Contrairement à celle de Mercator, la projection dite de Peters, qui respecte la proportion entre les surfaces sur la carte et les surfaces réelles. Ainsi, les rapports entre les surfaces des pays sur la carte correspondent aux rapports de leurs surfaces réelles. L'Afrique apparaît bien 14 à 15 fois plus grande que le Groenland. Mais cette carte ne garde pas les bonnes formes des continents, au contraire de la carte de Mercator. Pour une carte destinée à la navigation, on mettra l'accent sur les distances pour s'assurer qu'elle soit correcte. Pour une carte devant servir à la prise de décision, on privilégie la superficie. Par exemple, sur une carte basée sur la projection de Robinson, les différences de superficie entre l'Afrique et le Groenland sont beaucoup plus respectées. On peut voir sur la carte que l'Afrique peut contenir 10 fois le Groenland. C'est en fonction donc de son objectif que l'auteur choisit ce qui sera mis en avant sur les cartes, soit la distance, soit la superficie. À ce moment, on peut se demander pourquoi la projection de Robinson n'est pas plus souvent utilisée que celle de Mercator. En réalité, en fonction de qui fait sa carte et de l'endroit où il veut diminuer les déformations, l'autre partie sera forcément lésée. Il faut savoir que la carte est un outil politique. Par exemple, en fonction de qui fait la carte de l'Afrique, il y a ou il n'y aura pas la République arabe sahraoui parmi les pays. C'est en fonction de son objectif que l'auteur choisit ce qui sera mis en avant sur les cartes.
On pourrait se demander pourquoi on ne retrouve pas une carte faite sur des projections équivalentes, plus fidèles en matière de proportion, dans les salles de classe. Même dans les salles de classe en Afrique, c'est la carte faite sur la base de la projection de Mercator qui est affichée. Un enfant africain qui grandit en voyant ces cartes, sans que les nuances ne lui soient expliquées, peut se dire que de toute façon, le continent est si petit que ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas une priorité. Par exemple, pourquoi les politiques de planning familial visent en priorité l'Afrique, alors qu'en réalité, le continent est sous-peuplé, oui. L'Inde en superficie, c'est 1,5 fois la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique. Et il a pourtant 1,3 milliard d'habitants, c'est-à-dire la même population que tout le continent africain. Pourtant, on estime que le Congo est surpeuplé avec 100 millions d'habitants. Le Bangladesh, environ 150 000 km², 2,5 fois plus petit que le Cameroun par exemple, à 160 millions d'habitants, contre moins de 25 millions pour le Cameroun, qui a presque 2,5 fois sa superficie. Plus près de nous, la France, qui a la moitié de la superficie du Mali, c'est 60 millions d'habitants contre un peu plus de 20 millions de Maliens. Le Niger, que l'on présente comme le champion du monde de la natalité galopante, c'est plus du double de la superficie de la France, c'est-à-dire 1 267 000 km² pour 25 millions d'habitants, c'est-à-dire même pas la moitié de celle de la France donc. Je vous épargne le cas de la Chine. Même s'il faut le reconnaître, la démographie est une réelle question pour le développement de l'Afrique, même s'il est urgent de la gérer, même si l'Afrique de toute urgence doit œuvrer à offrir l'espoir à son importante jeunesse, on doit sortir de ce cliché, de cette image largement véhiculée qui fait passer les Africains quasiment pour des bonobos qui passent le clair de leur temps à copuler et à faire des enfants dans le désordre. Ce cliché a tellement eu la vie dure que les Africains eux-mêmes ont fini par y croire. À force d'en parler dans les médias qui nous arrosent sans discontinuer, on a fini par croire que c'était une tare africaine. Pourtant, cette population essentiellement composée de jeunes pourrait être perçue comme une véritable chance pour le continent. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Ce qui est en jeu est important et l'Afrique doit savoir faire valoir sa vision. Surtout lorsqu'ils sont quelques-uns, et pas des moindres, à s'interroger au moment où on annonce en grande pompe que nous sommes désormais 8 milliards de terriens, une solution qui consisterait à diminuer tout simplement la population. Une option complètement folle qui, si l'on y prend garde, pourrait progressivement germer dans les esprits de quelques malades qui regarderaient du côté de l'Afrique pour réaliser leur sombre opération de soustraction. J'allais dire d'élimination. Tout ceci parce que les médias africains ne rappellent pas que leur jeunesse est un atout maître. Ils ne rappellent pas que plus de 60% des Africains qui émigrent, c'est vers d'autres pays du continent. C'est intracontinental. Qu'ils ne rêvent pas tous de se rendre en Europe. Seuls 21% prennent le chemin de l'Europe. Et c'est souvent les plus désespérés. L'idée qui fait peur et qui nourrit les fantasmes des extrêmes, selon laquelle tous les jeunes Africains envisagent de venir en Europe, est fausse. Ceux qui prennent le chemin du Nord, qui tentent cette folle aventure, ne représentent même pas 1% de la population de cet immense continent de plus d'1 milliard d'habitants. Et il faut rappeler une autre réalité, une autre incongruité, celle du besoin en main-d'œuvre d'une population qui ne fait plus suffisamment d'enfants. Une population où les plus de 65 ans représentent plus de 35%. Une population qui, malgré les politiques d'encouragement de la natalité, ne parvient pas à remplacer ses seniors. Face au vieillissement de la population en Occident, il est évident qu'il fera de toute façon appel dans quelques années à cette main-d'œuvre subsaharienne dont il se protège. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisque plus d'un cinquième, 20,3% de la population de l'Union européenne est âgée de 65 ans et plus. Au Canada, où un travailleur sur 5 a entre 55 et 64 ans, une vague de retraite va donc déferler sur le marché national du travail au cours des prochaines années. Les autorités, plus pragmatiques qu'en Europe, ont mis en place une politique d'immigration choisie forte pour attirer les jeunes. Si vous regardez le défi démographique auquel on fait face, les personnes en âge de travailler sont en décroissance et de façon rapide. Ils quittent le marché du travail. Dans notre politique d'immigration, il y a tout ce qui concerne la sélection et on fait de la promotion. On va en Afrique pour faire la promotion, la prospection. Et de plus en plus, on va aller dans les universités aussi chercher ces perles rares, ces gens qui ont des spécialités, ces cerveaux qu'on recherche. Au moins, c'est clairement dit. On vient chercher des cerveaux. Mais de ceux-là, on en parle peu.
On ne montre que ceux qui ont des difficultés et qui traversent la Méditerranée dans des embarcations de fortune. Pour revenir à la question de la taille de l'Afrique dans la carte du monde, je pense qu'il est venu le moment pour les enseignants africains de prendre leurs responsabilités. La façon dont vous êtes vu affecte la place qu'on vous accorde dans les projets de développement, les investissements ou encore la collaboration avec le reste du monde. À eux de rétablir la vérité dans leurs cours, dans leurs salles de classe, dans leurs parutions, en mettant en avant l'Afrique, en lui donnant sa place réelle, sa taille réelle, et aux jeunes de s'en faire l'écho sur les différentes plateformes digitales. J'ai envie sur ce coup de paraphraser nos amis et frères ivoiriens qui rappellent que c'est celui qu'on ne connaît pas qu'on appelle « hé ». Ce n'est pas aux autres, aux Occidentaux, de venir rétablir la vérité. Ce n'est pas à eux d'apporter des éclaircissements sur cette incongruité. Ce n'est pas aux Occidentaux de rappeler la place centrale et clé qu'occupe notre continent. Quel intérêt aurait-il à le faire? Ce n'est pas leur rôle dans le même temps.